D'abord, merci à vous d'être là, merci à Jacques Serrano, à toute l'équipe de la Pop Philosophie, de la semaine de la Pop Philosophie, d'avoir quand même réussi à programmer cet événement malgré les circonstances compliquées. Alors au départ, ce qui était prévu ce soir, c'était un cinéphilo autour d'un film de Georges Romero, Le jour des morts vivants, Day of the Dead. Donc je vais vous proposer une petite réflexion autour du thème de la bioéthique du zombie. Bioéthique du zombie en me basant quand même en partie sur ce film de Georges Romero que malheureusement nous ne pourrons pas regarder aujourd'hui, mais vous avez peut-être déjà vu ou peut-être que vous aurez envie de voir après en avoir discuté ensemble. Alors, Le jour des morts vivants est un film de 1985. C'est un film que j'ai placé dans le livre que j'ai consacré au cinéma et à la bioéthique à la fin d'un chapitre, en guise de transition en fait, entre un chapitre qui porte sur l'expérimentation sur l'être humain, sur la transformation de l'être humain, sur ce qu'on peut faire d'un corps en matière de manipulation, et puis le tout dernier chapitre qui s'appelle Mourir, et qui donc évoque la question de la fin de vie, puisque il était logique qu'un film de zombies soit à cheval un petit peu entre deux chapitres, puisque les morts vivants, comme leur nom l'indique, sont dans une zone ontologique incertaine, entre la vie et la mort, entre le monde des vivants et le monde des morts. Et le fait qu'il soit dans une zone ontologique incertaine, ça implique qu'il pose aussi des questions éthiques particulièrement complexes, puisque ce que j'essaie de montrer voilà, dans l'ouvrage, c'est qu'il y a un lien essentiel entre les questions ontologiques et les questions éthiques. Et puis aussi, puisqu'il s'agit de cinéma, comme on va le voir, les questions esthétiques. Voilà, j'essaie de montrer le lien entre les trois. Alors, effectivement, aujourd'hui, il va être question de catégories qui sont centrales en éthique en général et en bioéthique en particulier, comme le consentement, la dignité, la réification, l'autonomie, le droit. Et toutes ces notions, qui sont des notions dont les philosophes parlent depuis très longtemps, elles ont été interrogées de manière particulière par le progrès des biotechnologies, depuis, disons, quelques dizaines d'années. Et puis elles sont aussi interrogées par la figure du zombie. Et donc le zombie m'apparaît comme un détour intéressant pour faire le point sur quelques questions bioéthiques. En quelque sorte, l'idée que je vais essayer de défendre, c'est que le cinéma, et notamment le cinéma de zombies en l'occurrence, le cinéma de Georges Romero, et en particulier ce film-là, Le jour des morts vivants, constitue une sorte de laboratoire moral dans lequel nous pouvons expérimenter des situations, des questions, limites bien évidemment, puisque là on est dans des situations extrêmes, qui vont nous permettre peut-être d'aborder certaines questions qui se poseront à nous dans la vie réelle et non pas dans le cinéma, puisque la bioéthique, effectivement, même si ça donne parfois l'impression d'être une thématique un peu réservée à des spécialistes, à des experts, etc., ben, elle nous concerne tous, bien évidemment, puisque nous sommes tous concernés par la procréation, nous sommes tous concernés par la fin de vie, bien évidemment. Nous pouvons être concernés du jour au lendemain par le don d'organes, par le prélèvement d'organes, post-mortem ou de notre vivant. Les manipulations génétiques éventuelles qui pourraient avoir lieu sur l'être humain nous concerneront aussi, etc. Donc un laboratoire, alors le terme de laboratoire, je l'ai choisi aussi parce que dans le film Le jour des morts vivants se passe en partie dans un laboratoire, dans une base souterraine. Donc nous sommes dans une période dans laquelle les zombies en fait ont pris possession de la planète. Les humains sont réfugiés dans des zones confinées, n'est-ce pas? Les humains sont confinés entre eux, et puis dans cette base en fait, il y a deux types de personnages. Il y a des scientifiques, en l'occurrence surtout un scientifique, le docteur Logan, qui va se prêter à des expériences sur les zombies dont je vais parler, et puis des militaires. En fait, cette base est occupée uniquement par des militaires et par des scientifiques. Alors, les militaires, c'est intéressant aussi parce que, comme je le dis aussi dans le livre, en fait, beaucoup des questions de bioéthique aujourd'hui, notamment tout ce qui concerne l'augmentation de l'humain, entre guillemets, cerveau augmenté, le soldat augmenté, etc. Beaucoup des questions de bioéthique, en fait, se posent aussi dans le domaine militaire. Voilà, donc c'est quelque chose qui est intéressant. Et puis, le point commun entre les scientifiques, surtout sur cette question de l'expérimentation, et puis les militaires, c'est la question du pouvoir qu'on a sur le corps de l'autre. Voilà, le point commun, c'est qu'est-ce qu'on s'autorise à faire sur le corps de l'autre, quel pouvoir on peut se donner sur le corps de l'autre, et donc quel statut aussi on confère au corps de l'autre. En sachant que Tom Savini, qui est le responsable des effets spéciaux sur le jour des morts vivants,
Tom Savini revenait du Vietnam en fait, hein, donc, enfin, il était allé au Vietnam et il a dit j'ai essayé aussi dans ce film de rendre compte de l'horreur de ce que j'avais vu, mais la réalité restera toujours plus horrible qu'un film de zombies. Alors, donc le mort-vivant des films de Romero, le mort-vivant c'est une sorte d'oxymore, un personnage qui relève de l'oxymore, puisqu'il est à la fois mort et vivant. Donc d'emblée, il pose un problème à la pensée, à la catégorisation, bien évidemment. D'ailleurs, François Angelier, dans un livre qui s'appelle Politique du zombie, qui est édité aux éditions Ellipse, qui est sorti en 2007, François Angelier dit on devrait peut-être mieux parler de mort vivace que de mort vivant, puisqu'effectivement, le type d'existence du zombie, dans les films de Romero, le type d'existence du zombie, c'est une vie minimale. C'est une vie réduite à ses fonctions premières, qui sont en fait se déplacer et se nourrir. Il dit que c'est une forme dégradée de la ténacité biologique, existence minimale réduite à la pulsion. Donc déjà, le mort-vivant, tel qu'il est montré par Romero dans ses films, c'est une forme de vie réduite à sa plus simple expression. Donc, c'est un être qui relève d'une existence biologique minimale, mais c'est aussi un être qui appartient d'une certaine manière, et c'est là où est le problème philosophique peut-être, d'une certaine manière, à l'humanité. Donc les questions que pose d'emblée le zombie, c'est que puisque le zombie a été en tout cas une personne, puisque le zombie a été un sujet de droit, a été un être humain, est-ce que le zombie a encore des droits? Quels sont les droits du zombie? Est-ce que le zombie a droit au respect? Est-ce que le zombie a droit à la considération? Et quel type de respect peut-il revendiquer? Enfin, revendiquer, du moins quel type de respect pouvons-nous revendiquer pour lui? Puisque le zombie ne revendique rien, puisqu'il n'a pas la parole, nous y reviendrons. Alors, cette question, vous le voyez, cette idée de question qui a le droit d'avoir des droits, en fait, bon, bien sûr, elle va rejoindre aujourd'hui beaucoup de questions autour de l'éthique animale qui se posent pour savoir justement à quel seuil de vivant nous devons conférer des droits, et quel type de droits, et comment décider des droits pour les types d'êtres, comme le zombie, qui eux-mêmes donc, ne peuvent pas revendiquer de droits, qui ne seront jamais sujets de droit au sens où ils pourraient revendiquer un droit. Donc, le zombie, vous le voyez, pose d'emblée la question, c'est pas grave, la question des limites de ce qu'on va appeler la communauté morale, c'est-à-dire la communauté des êtres qui se reconnaissent des devoirs les uns envers les autres, ou du moins qui reconnaissent des devoirs envers certains de leurs membres. Voilà. Où s'arrête la communauté morale? Est-ce qu'elle s'arrête aux êtres humains? Est-ce qu'elle s'arrête aux êtres humains conscients? Est-ce qu'elle implique les animaux? Lesquels? Jusqu'où? Et est-ce qu'elle implique donc, bien sûr, les zombies? Alors, cette forme d'existence minimale du zombie, bien sûr, elle nous renvoie à un miroir. Bon, le zombie, c'est évident. D'ailleurs, Logan le dit dans le film. Hein, il dit, mais c'est nous. En fait, les zombies, c'est nous, mais c'est une forme un peu modifiée de nous. Mais c'est quand même nous. Donc le zombie, bien sûr, il incarne à l'écran, dans tous les films, l'angoisse que nous avons tous d'être déchus du statut, justement, de sujet, du statut d'être humain, d'être traité comme autre chose que des êtres humains, comme autre chose que des sujets de droit, puisque le zombie, effectivement, donc, n'a a priori pas de droit. La plupart des commentateurs de l'œuvre de Romero ont écrit que finalement, dans les films de George Romero, il y a l'ombre du nazisme, il y a l'ombre des camps de concentration. Le zombie, c'est aussi une image très lointaine de l'individu qui a été réduit par l'univers concentrationnaire, qui a été réduit par les conditions de vie dégradantes, impossibles, par le fait d'être privé de nom, par le fait d'être réduit à une existence anonyme, etc., qui a été réduit justement au statut d'être dont on peut faire n'importe quoi, puisqu'il n'a plus de droit, puisqu'il n'a qu'un lointain rapport avec l'être humain, mais puisqu'il n'appartient plus vraiment à l'humanité. Donc effectivement, dans les films de zombies, et c'est vrai notamment, vraiment, alors c'est très présent dans celui-là, dans Le Jour des Morts Vivants, l'univers concentrationnaire apparaît, notamment à travers les militaires, hein, qui par exemple, j'y reviendrai sans doute, font des concours pour tirer sur les zombies, donc ils s'amusent comme ça, voilà, ils utilisent comme cible mouvante. Et puis à travers aussi donc, ce personnage du docteur Logan dans le film, qui est une sorte de savant fou, d'expérimentateur délirant, sans le moindre scrupule éthique, et qui bien sûr fait lointainement penser à Joseph Mengele et aux autres médecins nazis. Donc, épaisseur historique, et donc
bien sûr, le fait de placer d'emblée les films de zombies dans la lignée de l'univers concentrationnaire pose la question du statut de l'individu et du statut du corps de manière tout à fait aiguë. Alors, ce qui se pose comme question en bioéthique, et ce qu'on retrouve avec les zombies, et ce qu'on retrouve dans ce film-là en particulier, c'est la question des manipulations que l'on peut ou pas faire sur le vivant en général, sur l'humain en particulier, manipulations qui peuvent relever de l'expérimentation ou pas. Dans le film, c'est surtout l'expérimentation, mais dans la vie réelle, ça peut être autre chose, comme je vais le rappeler. Et donc de s'interroger sur les limites éthiques qui peuvent être posées. Aujourd'hui, internationalement, les règles éthiques de l'expérimentation, justement, datent du Code de Nuremberg, donc le procès de Nuremberg, juste après la guerre, qui ont repris les principes essentiels de l'expérimentation sur l'être humain, qui existaient déjà, en fait. Ils n'ont pas inventé, mais qui les ont réaffirmés comme repères universels, avec notamment cette question du consentement sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Alors, dans la vie réelle et non pas dans les films de zombies, cette question de la manipulation sur le vivant, elle peut se poser au tout début de l'existence ou à la toute fin de l'existence. Alors au tout début, c'est par exemple la question bioéthique, récurrente et jamais complètement refermée du sort des embryons surnuméraires. Bon, les embryons surnuméraires, comme vous le savez, sont des embryons, du moins dans notre pays, puisqu'il y a des pays aussi où on a le droit de cloner des embryons, mais si on reste sur le cas français, les embryons surnuméraires sont des embryons qui sont créés dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation, qui ne font plus l'objet d'un projet parental pour diverses raisons. Soit les parents ont déjà eu un enfant, soit les parents se sont séparés, soit les parents sont décédés, etc. Puisque vous savez qu'on crée plus d'embryons que ce qui est absolument nécessaire, puisque la prélèvement d'ovocytes est un acte très, très violent pour la future mère. Donc il y a des embryons en trop, et depuis très longtemps, depuis qu'il y en a, on se pose la question, qu'en faire? Faut-il les détruire? Faut-il en faire autre chose? Est-il éthique d'expérimenter sur eux? Alors, le point sur lequel je voudrais attirer l'attention, et pour revenir un petit peu au film aussi d'ailleurs, c'est que dans le débat bioéthique autour des embryons surnuméraires, il y a la question du langage et la question de la désignation, de la façon de décrire. Soit on décrit l'embryon surnuméraire comme une potentialité de personne humaine, soit on décrit l'embryon surnuméraire comme une personne humaine potentielle. Alors, il s'agit de trois mots qui sont agencés différemment, mais bien évidemment, ce n'est pas du tout la même chose en matière de droit et de devoir, et en matière d'éthique, de se dire qu'on a affaire à une potentialité. Bon, la potentialité, c'est quelque chose qui est en puissance et non en acte, donc envers lequel peut-être on peut s'autoriser des choses qu'on ne s'autoriserait pas sur un être en acte. Donc ce n'est pas la même chose de se dire qu'on peut ou pas expérimenter sur une potentialité ou sur une personne humaine, quand bien même serait-elle potentielle. Et on voit ici, alors ce qui peut être intéressant philosophiquement, c'est qu'on voit ici que la frontière entre les énoncés constatatifs, qui ne font que décrire le réel, et les énoncés qu'on va appeler performatifs, c'est-à-dire qui modifient la réalité, ben la frontière elle est assez floue, puisque on pourrait imaginer que ce serait un choix neutre d'appeler l'embryon surnuméraire personne humaine potentielle ou potentialité de personne humaine, puisque dans les deux cas, on ne fait que le décrire, on ne le modifie pas. Mais, bien évidemment, en le désignant d'une manière ou d'une autre, on va ou pas lui attribuer un certain nombre de droits, et on va ou pas s'autoriser à le manipuler ou pas dans le cadre expérimental. Et dans Day of the Dead, que je vous incite donc à regarder, si vous ne l'avez jamais vu, justement, on voit qu'il y a une très grande diversité de manières de désigner les zombies. Et que dans le langage notamment des militaires, qui eux les considèrent comme des êtres qui n'ont droit à aucun respect, à une nuance près, sauf si c'est eux-mêmes des militaires qui sont morts. Donc le corps du militaire a droit au respect parce que c'est un frère d'armes, mais pas le zombie parce qu'il est anonyme. Et bien justement, la manière de décrire les zombies dans le vocabulaire des militaires fait beaucoup penser à tous les vocabulaires qu'on utilise avant les génocides, en fait, justement, on pourrait revenir, donc le vocabulaire qui vise à justement exclure, à mettre très très loin l'être que l'on désigne comme un animal, un serpent, un rat, un cafard, etc. pour les génocides, pour justement dire c'est pas nous, et donc puisque ce n'est pas un être humain, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Donc je disais, les questions bioéthiques sur la manipulation sur l'être humain se posent au tout début de la vie, et elle se pose aussi à la fin, alors non pas en termes d'expérimentation, puisque dans le droit français en tout cas on n'a pas le droit de faire des expérimentations sur les personnes en fin de vie, mais sur le transfert d'organes, qui pose une autre question, puisque comme vous le savez, et là c'est intéressant aussi,
par rapport au lien entre évolution technique, évolution juridique et évolution aussi du langage. La possibilité de prélever des organes sur des personnes en mort encéphalique, qui n'existait bien sûr pas jusqu'aux années 60-70, eh bien cette possibilité-là, elle a obligé le droit à changer la définition de la mort. Bon, puisque jusqu'à cette période-là, la mort a été décrite comme l'arrêt du cœur, en fait. Et pour pouvoir prélever des organes sur des personnes en état de mort encéphalique, il a fallu définir la mort comme la fin de toute fonction cérébrale. Mais bien sûr, la personne sur laquelle on prélève les organes, son cœur bat toujours, il bat artificiellement. Et donc là aussi, on est vraiment dans une zone ontologique incertaine. La personne en état de mort encéphalique n'est plus une personne, au sens strict. Si c'était une personne, on ne pourrait pas lui prendre son cœur, son foie, etc. Donc ce n'est plus une personne au sens strict. Ce n'est pas non plus un objet. Le droit français ne la reconnaît pas comme un pur objet. On ne peut pas en faire n'importe quoi, ne pas le vendre, bien sûr, etc. Donc on est ici dans une zone qui est incertaine à la fois ontologiquement, juridiquement d'une certaine manière et éthiquement. Dans le livre, bien évidemment, j'évoque des films qui peuvent poser ces questions-là. Donc, y compris donc pour notre droit, et en cela, on peut revenir à cette figure du zombie, la fin de la personne, disons la fin du sujet de droit, ne correspond pas exactement à la fin, en tout cas ne correspond pas forcément à la fin de toutes les fonctions biologiques. Donc il peut exister ce moment incertain, dans lequel l'individu n'est plus vraiment une personne, mais n'est pas encore autre chose qu'une personne. Même si c'est un petit peu plus compliqué, en réalité, et pour un peu rentrer dans la finesse, sauf si l'individu a clairement dit ce qu'il voulait qu'il advienne de ses organes une fois qu'il serait mort, soit en s'inscrivant au registre national du refus, là ça bloque tout le processus, soit au contraire en disant à ses proches, ou voire en l'écrivant qu'il est favorable à ce qu'on prélève ses organes, et bien en fait, dans le cas où la personne ne s'est pas clairement exprimée, en fait il reste quelque chose de la personne, puisque ses proches sont censés décider non pas ce qu'ils veulent faire eux de ses organes, mais sont censés imaginer ce que lui aurait voulu qu'on en fasse, par rapport à ses valeurs, sa générosité, son caractère, le rapport qu'il avait à son corps. Donc là, en fait, c'est une manière aussi de rendre présent la personne, puisqu'on essaie de penser à sa place et d'imaginer ce que cette personne-là, pas ce corps bien sûr, parce que le corps, lui, ne veut plus rien, cette personne-là aurait voulu qu'il advienne de ses organes. Voilà, donc je vous renvoie par exemple au film Réparer les vivants de Catel Quiévéré, dont je parle également dans le livre. Alors, outre donc ces deux cas extrêmes du tout début, du début embryonnaire de la vie, c'est le cas de le dire, jusqu'à son extrême limite, il y a donc toute cette question de l'expérimentation sur l'être humain. Donc, le principe fondamental de l'expérimentation, c'est le consentement libre et éclairé, qui d'ailleurs est rentré dans notre droit, y compris pour tout acte médical, comme vous le savez sans doute depuis 2002, tout acte médical un tant soit peu important, opération, chimiothérapie, etc., doit faire l'objet d'un consentement libre et éclairé, explicite, signé, écrit de la part du malade, du patient. Alors bien sûr, l'embryon ne peut pas consentir, la personne en état de mort encéphalique non plus, sauf si elle a consenti préalablement. Le zombie non plus ne peut pas consentir, puisque le zombie, et c'est ce qui va interroger aussi le statut du zombie dans le film de Romero, le zombie, c'est une sorte d'anti-sujet. Si on suppose que le sujet est un être qui est capable de se saisir dans sa subjectivité, capable de dire je, est capable d'exprimer le sens de sa présence au monde, le zombie apparaît vraiment comme un être purement automatique, comme un être donc qui serait l'antithèse du sujet, même si certains zombies, et c'est le cas dans le jour des morts vivants, puisque dans le jour des morts vivants, on va voir le premier zombie de l'histoire du cinéma qui va être traité comme ayant une forme d'individualité, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que cette idée de consentement libre et éclairé, elle interroge aussi un rapport en fait entre deux domaines qui sont a priori séparés. C'est le domaine du droit et le domaine de la métaphysique, disons. Dans un État laïque comme le nôtre, une des définitions possibles à la laïcité, c'est que l'État n'a pas de métaphysique, justement. L'État ne prend pas parti sur les questions métaphysiques. Or,
l'idée de consentement libre et éclairé suppose quand même une conception de ce qu'est un sujet, de ce qu'il peut être, de ce qu'il peut décider, et puis aussi prend position sur l'état des relations intersubjectives. Il est intéressant de voir que dans le code de déontologie médicale en France, en 1947, on déconseillait aux médecins de dire la vérité à un malade en cas d'affection létale. C'est-à-dire que le médecin était incité à cacher la vérité, peut-être pas à mentir explicitement, mais en tout cas à ne pas dire. C'est ce qu'on lui conseillait. Alors le droit s'est complètement inversé aujourd'hui, dans le code de déontologie par exemple médicale qui date de 1995, et encore plus depuis 2002, comme je vous l'ai dit, le médecin ne peut cacher une affection létale que de manière extrêmement exceptionnelle, en le justifiant, mais la règle, c'est de dire la vérité, et donc de dire la vérité aussi pour éclairer le malade, pour obtenir de lui éventuellement un consentement éclairé et libre. Deux concepts fort problématiques, hein, la liberté d'un choix et la capacité d'être éclairé. Donc, effectivement, nous avons vu ces 50 dernières années le principe d'autonomie, qui est un principe central en bioéthique. Il y a quelques principes en bioéthique, le principe d'autonomie, le principe de gratuité, le principe d'anonymat, le principe de bienfaisance, de non-malfaisance, etc. Le principe d'autonomie a pris de plus en plus d'importance. On l'appelle parfois le principe de permission aussi, dans le monde anglo-saxon notamment. Donc l'autorisation à pratiquer quelque chose sur mon corps. Et je voudrais juste m'arrêter 2 secondes sur le sens philosophique de ce principe et aussi sur ce que révèle le fait que ce principe soit devenu aussi central finalement dans nos pratiques médicales et dans la biologie. Dans un livre titré Les fondements de la bioéthique, Engelhardt développe l'idée que le principe d'autonomie a pris une telle importance justement parce que nous vivons une époque, et c'est aussi cette époque d'ailleurs que veut montrer Romero dans ses films, nous vivons dans une époque de fragmentation des morales, de diversité des systèmes axiologiques, de doute sur l'existence d'un bien objectif. Après une longue époque dominée par la religion dans laquelle le bien pouvait être garanti par une transcendance, après une époque que Engelhardt qualifie de moderne dans laquelle on a pu croire que la raison pourrait fonder des valeurs objectives elle aussi, enfin objectives en tout cas, ou une subjectivité universelle pourrait fonder des valeurs plutôt si on pense à Kant. Devant une forme d'échec de ces tentatives et devant le constat de la diversité des systèmes de valeurs, devant le constat de l'éclatement axiologique, devant le constat du pluralisme moral et éthique, et bien finalement la seule source de valeur resterait l'individu et donc son consentement à lui. Et le consentement renvoie finalement le choix ultime du bien et du mal à l'individu lui-même, hein, puisque c'est l'individu qui va décider ce qu'on doit faire de sa propre vie, de son propre corps, ce qu'il décide. Donc, finalement, ce principe n'aurait peut-être pas en lui-même une valeur morale, mais ça serait plutôt un principe transcendantal, en tant que condition de possibilité, disons, un principe de condition de possibilité pour chacun de définir le bien et le mal. Alors, justement, ce principe suppose un certain type de sujet. Et là encore, il me semble que le zombie, en tant que contre-sujet, en tant que figure inversée du sujet, peut révéler en creux quelle est cette figure idéale qui finalement hante notre droit et qui supposerait qu'un individu soit capable de donner un consentement libre et éclairé, j'insiste, libre et éclairé. Alors, si nous étions capables de donner des consentements libres et éclairés, ça supposerait que nous soyons des sujets parfaitement souverains, autonomes, hein, autonomes au sens étymologique aussi, capables de fixer nous-mêmes souverainement nos propres normes, transparents à nous-mêmes, ne subissant aucune pression, hein, puisque le consentement doit être autonome, libre et éclairé, lucide, maîtrisant parfaitement la langue, puisque pour être éclairé, il faut pouvoir comprendre ce qu'on nous dit, notamment le langage médical en l'occurrence, puisque là nous sommes dans un contexte biomédical, capable de maîtriser nos affects, nos passions, notamment la peur en l'occurrence, puisqu'il est question de maladie, de mort, d'affection létale, etc. Et puis aussi donc des sujets qui seraient capables de vouloir et de pouvoir prendre en main leur existence, encore une fois, de manière totalement
totalement autonome et totalement indépendante. Alors, bien évidemment, peut-être que vous le comprenez bien en comparant cette description à ce que nous sommes, aucun d'entre nous ne correspond exactement à cette figure idéale. Et encore moins si on est malade, bien évidemment. Puisque, alors si je parle des malades, c'est aussi parce que, bien évidemment, dans le cadre d'expérimentation thérapeutique, depuis un an, la crise, la pandémie de Covid, on parle beaucoup de ces questions d'expérimentation, etc. Mais effectivement, le malade fait partie de ceux qui prioritairement peuvent être l'objet d'expérimentation, puisque c'est bien sûr sur les malades qu'on teste des nouvelles thérapeutiques. Et le malade, comme nous tous, mais à plus forte raison, c'est une figure qui ne ressemble pas du tout à celle que je viens de décrire, et c'est plutôt au contraire une figure de la vulnérabilité, puisque le malade est celui qui apprend une mauvaise nouvelle et à qui on demande de donner un consentement libre et éclairé, ce qui est assez paradoxal. Le zombie aussi apparaît comme une figure de vulnérabilité. Ce qui est intéressant dans le zombie, je trouve, notamment, c'est la diversité des affects qu'il peut provoquer chez nous. Le zombie peut éventuellement faire peur, même si les films de zombies ne sont pas des films qui font très peur en général, mais il peut faire peur par moments. Il peut dégoûter surtout, ça c'est quand même essentiellement là-dessus que travaille le gore, et Tom Savini notamment a bien accentué les effets spéciaux dans ce film Le Jour des Morts Vivants, et donc il y a du dégoût, j'y reviendrai. Le rire souvent aussi, le zombie, j'en parle un petit peu dans le livre, est aussi une figure qui peut faire rire par son caractère automatique, mais c'est aussi une figure qui fait pitié. Je parlais de vulnérabilité. Le zombie, c'est un être qu'on plaint parce qu'on sent justement qu'il a complètement perdu ce que nous estimons peut-être donner un peu de sens à notre vie, c'est-à-dire l'idée de donner une direction signifiante à notre existence. Le zombie est privé de ça, et le zombie fait pitié. Et notamment, il y a un zombie particulièrement dans Le Jour des Morts Vivants qui fait pitié, j'y reviendrai. Alors, ce qui est commun entre le zombie et le malade, c'est ça s'appelle le mutisme, la sidération. L'annonce de la mauvaise nouvelle, l'annonce de la maladie létale, l'annonce du cancer, etc., elle fige, elle sidère. Dans un livre qui s'appelle Le consentement, droit nouveau du patient ou imposture, qui a été édité aux éditions Champ Libre en 2006, un ouvrage collectif, il est écrit que lorsqu'on fait des sondages, on se rend compte qu'environ 75% des gens qui ont appris une mauvaise nouvelle et à qui on a demandé un consentement libre et éclairé ne se rappellent pas du tout de ce qu'ils ont signé ce jour-là. Parce que justement, on est sous l'effet de la sidération. Dans les films de zombies aussi, d'ailleurs, il y a des humains qui sont sidérés par ce qui se passe, parce que les morts qui reviennent sur Terre, bien sûr, dans le premier, dans la Nuit des Morts Vivants, enfin, c'est pas le premier film de zombies, des Morts Vivants, c'est le premier film de zombies modernes, puisque Georges Romero, comme vous le savez, ça a dû déjà être dit dans cette semaine de la pop philo, mais Georges Romero, il invente le zombie moderne qui se distingue du zombie haïtien, qui est lié au vaudou. Donc le zombie mort-vivant, qui est vraiment mort, et qui revient sur Terre, et qui est anthropophage, ça c'est nouveau, c'est Romero qui l'invente avec La Nuit des Morts Vivants. Et dans La Nuit des Morts Vivants, justement, il y a Barbara, un des personnages qui, première à découvrir des zombies, qui n'arrive plus à parler. Et cette crise du langage, la crise de ce qu'on ne peut pas dire, c'est justement quelque chose qui est très important par rapport à cette question de la subjectivité. Walter Benjamin, par exemple, a écrit des textes sur les soldats qui étaient revenus du front en 14-18 et qui justement n'arrivaient pas à raconter. Il disait, ils ont perdu le monde en fait. Quand on n'arrive plus à raconter, quand on n'arrive plus à dire, eh bien c'est le monde qui disparaît en fait. Le monde signifiant pour les humains. Donc le zombie, il apparaît comme un être dont on ne sait pas trop quoi dire, y compris dans les films, puisqu'il échappe aux catégorisations habituelles, il échappe, disons, à la symbolisation, pour le dire largement. Le zombie est une forme de pure matérialité, et en général, les cinéastes qui filment des zombies, notamment Romero, insistent beaucoup sur cette matérialité. Les bras qui tombent, les mâchoires qui pendent, les tripes, bien sûr. Bien sûr, les films de zombies sont des films où on voit beaucoup de tripes, notamment dans le Jour des Morts Vivants. Et donc, effectivement, il y a cet aspect extrêmement matériel, comme si, justement, le zombie nous ramenait à la pure matière. Ici, je voudrais faire un tout petit détour par un livre de Julia Kristeva, Pouvoir de l'horreur, essai sur l'abjection, un livre de 1980, où justement, Julia Kristeva évoque toute la culture, en fait, comme manière, justement, de symboliser
et de mettre à distance ce qu'elle appelle l'abjection, c'est-à-dire le réel nu, le réel sans filtre, le réel impensable. Et l'abject, c'est justement ce qui met en danger l'ordre symbolique. C'est ce qui rappelle, d'une certaine manière, ce qui vient toujours nous rappeler la contingence de l'ordre symbolique, c'est-à-dire le fait que les cultures tentent toujours de donner du sens au monde, de donner du sens au réel, mais ils n'y arrivent peut-être jamais totalement parce qu'il reste toujours justement quelque chose de contingent. On pourrait penser notamment aux conventions de table. Hein, les rites de table, le fait de manger à certaines heures, de certaines manières, dans une certaine position, éventuellement avec des outils, les couteaux, les fourchettes, etc. C'est une manière de domestiquer la pulsion, hein, de domestiquer l'acte de se nourrir, qui est un acte qui nous ramène à la matière. Alors les zombies, justement, Romero, il aime bien filmer les zombies comme ça, qui mangent bien sûr les humains sans aucun rite, sans aucune médiation, sans aucune symbolisation, hein, puisqu'on est dans la pure goinfrerie. De même que les rites de table ont pour but de mettre à distance la pulsion, il y a des rites fondamentaux dans tous les peuples humains, ce sont les rites funéraires, justement. Hein. Alors les rites funéraires, justement, comme les rites de table, comme la ritualisation aussi de la sexualité d'ailleurs, les rites funéraires, ils ont pour but de clairement séparer le monde des morts, le monde des vivants. Hein. Ce sont des rites de passage. Et en tant que rite de passage, ils ont justement pour fonction de bien montrer que le mort ne fait plus partie du monde. Et donc, dans tous les peuples, chacun à sa façon, bien sûr, là encore, il y a l'idée de clairement poser une frontière ontologique entre ces deux mondes avec une angoisse de contamination par le cadavre, une angoisse de devenir soi-même cadavre, hein, qui est conjurée par le rite. Le rite donne du sens, le rite ordonne, et justement, les films de George Romero sont aussi des films qui apparaissent à un moment où les rites peut-être fonctionnent différemment. La nuit des morts vivants commence d'ailleurs dans un cimetière où, donc c'est la première apparition du zombie dans l'histoire du cinéma, du zombie moderne, disons, où justement un frère et une sœur viennent sur la tombe de leur père et où le jeune garçon se moque en fait des rites en disant que tout ça n'a pas beaucoup de sens, etc. Puis bon, il va se faire assez vite manger lui-même par le premier mort-vivant qui apparaît. Et il aurait peut-être pas dû se moquer, je sais pas. En tout cas, il est évident que le zombie, qui est devenu un être omniprésent dans notre culture hein, aujourd'hui, est aussi un être qui apparaît à une époque où on a du mal à penser la mort. Et où justement le zombie rappelle la mort dans sa pure matérialité, hein, puisque le zombie c'est le contraire du fantôme. Hein. Le fantôme c'est un esprit qui n'a plus de corps, un esprit immatériel, donc il reste l'esprit et le corps a disparu. Alors le zombie c'est exactement le contraire, hein. C'est-à-dire le zombie c'est ce qui reste du corps, mais l'esprit on ne sait pas du tout s'il existe, et l'esprit aussi est réduit à la matière. Le docteur Logan il y a des discours sur le cerveau hein, dans le film, il n'y a pas d'esprit, il n'y a que du neuronal. Alors, penser la mort, affronter la mort, bon, c'est pas un sujet tout à fait nouveau chez les êtres humains, mais c'est un sujet qui a quand même été renouvelé par les biotechnologies, donc qui relève aussi de la bioéthique, même s'il relève plus globalement de l'éthique et de la philosophie dans son ensemble. Alors pourquoi est-ce qu'il relève aussi de la bioéthique? Alors, les nouvelles technologies n'ont pas inventé la mort, mais à l'inverse, les nouvelles technologies ont permis de prolonger des existences dans des états limites qui ne pouvaient pas exister sans ces biotechnologies. Donc il y a des questions éthiques qui se posent aujourd'hui par rapport à la fin de vie qui n'existaient pas auparavant. Donc en fait, ces biotechnologies, elles peuvent relever de deux angoisses symétriques. La première angoisse, c'est l'angoisse de ce qu'on appelle le syndrome d'enfermement, qui a été un petit peu, comment dirais-je, mieux connu par le livre de Jean-Baptiste Bobby et par le film que Julien Schnabel en a tiré, Le scaphandre et le papillon, auquel je consacre aussi un chapitre, bien sûr. Donc le syndrome d'enfermement, c'est la peur de rester un esprit, hein, puisque le syndrome d'enfermement, le corps s'arrête complètement de fonctionner, mais l'esprit est intact, d'être un pur esprit sans corps, ou en tout cas sans corps propre. Ah, ici, on pourrait faire une distinction rapide entre le corps-objet et le corps propre. C'est une distinction qui renvoie à la tradition phénoménologique. Donc le corps-objet, c'est mon corps tel qu'il occupe ici une portion de l'espace, qui pèse sur le sol, qui est fait d'atomes, de molécules, comme cette table, comme cet arbre. Donc ça, c'est une dimension de mon corps, mais l'autre, c'est mon corps propre. C'est mon corps qui me permet de bouger les mains pour illustrer mon propos. C'est mon corps qui permet de vous regarder. C'est votre corps qui permet de me regarder. Et effectivement, le syndrome d'enfermement,
Donc c'est un état limite, encore une fois, qui est une vie qui se prolonge par la technique, mais c'est une vie qui prolonge un esprit sans corps, en quelque sorte, sans corps propre. Bon, sans corps propre. À l'inverse, l'angoisse symétrique, c'est de devenir un corps privé de conscience, de devenir un zombie. Chacun de nous peut avoir très peur de voir son corps réduit à ses pures fonctions mécaniques, de voir son esprit disparaître peu à peu. On peut penser à des maladies neurodégénératives, et dans laquelle finalement nous ne serions plus qu'une enveloppe, et là aussi nous perdrions finalement notre corps propre, puisqu'il n'y aurait plus cette unité que nous sommes dans notre être au monde. Les questions bioéthiques et éthiques plus globalement qui se posent, c'est les questions de savoir ce que valent ces vies, ce que valent ces existences, ce qu'elles valent pour ceux qui les vivent. Alors là, à ce niveau-là, il y a beaucoup de témoignages tout à fait intéressants et poignants des gens qui sont atteints de syndrome d'enfermement, puisqu'ils peuvent s'exprimer en général en dictant des textes, en battant la paupière. Et puis, il y a aussi donc, tous ces individus dont on parle qui ne sont plus capables, eux, de porter un jugement sur leur existence. Dans son livre Petite philosophie du zombie, publié au PUF en 2012, Maxime Coulombe évoque le zombie, et évoque les types d'êtres, en fait, dit-il, qui a encore une zoé. On peut penser à tout à l'heure ce que je disais, le vivace, quoi. Donc il y a encore quelque chose qui bouge, une forme d'animation, mais qui n'ont plus le bios. Alors, pas le bios peut-être au sens de la biologie, mais plutôt le bios au sens de la bioéthique, voire de la biographie. C'est-à-dire la distinction ici qui est faite avec justement l'existence du zombie, c'est que le bios, si j'évoque la notion de biographie, c'est parce que la question de l'identité individuelle a été abordée de manière diverse et variée dans l'histoire de la philosophie. Bon, il y a cette idée d'une identité substantielle, d'un moi qui serait toujours égal à lui-même, ce qui rejoint le sujet peut-être que je décrivais tout à l'heure, hein, le sujet autonome, le sujet souverain, le sujet rationnel. Il y a aussi tous les philosophes, depuis Hume, en passant par Nietzsche, en allant jusqu'à pas mal de philosophes contemporains qui ont fait nier, ou du moins douter de l'existence même d'un moi, d'un moi substance, d'un moi qui resterait, et qui ont plutôt insisté sur la fragmentation, la diversité, l'hétérogénéité. Et il y a bien sûr aussi cette tradition de l'identité narrative, disons, hein, où l'identité ne reposerait pas sur... l'identité ne serait pas la mêmeté, donc être identique à soi-même ne serait pas être le même, mais elle serait la capacité à se reconnaître comme soi-même. C'est-à-dire, non pas la mêmeté, mais l'ipséité. Se reconnaître soi-même. Et se reconnaître soi-même, c'est se reconnaître soi-même comme capable de parler. Bon, on reconnaît ici bien sûr la philosophie de Paul Ricoeur, de parler, d'agir, d'être reconnu, et notamment d'être reconnu comme responsable. Hein, l'idée donc de pouvoir avoir des actes qui nous sont attribués, qui nous sont imputés au travers de la diversité de nos états d'existence. Eh bien, justement, l'angoisse de devenir un zombie, c'est l'angoisse de devenir un être qui serait privé de cette capacité de recréer une forme d'unité par le récit. Hein, puisque le zombie, c'est justement celui qui n'a plus de langage et qui n'a plus accès à la parole. Donc, un être qui n'est plus capable de s'examiner lui-même, d'examiner sa propre vie. Hein, et donc là, on peut repenser à l'affirmation de Socrate, selon laquelle une vie sans examen, une vie qui n'est plus capable de se demander ce qu'elle vaut, une vie qui n'est plus capable de s'interroger sur sa propre valeur, serait une vie qui ne mérite pas d'être vécue. Dans les films de zombies, c'est le cas notamment dans Le jour des morts vivants, il y a une grande angoisse des humains d'être mordus par des zombies. Parce que vous savez que le zombie est contagieux dans les films de Romero. C'est-à-dire si vous êtes mordu par un zombie, vous devenez un zombie vous-même. Et donc en général, alors il y a toute une gamme d'attitudes possibles par rapport à des proches qui ont été mordus par un zombie. Qu'est-ce qu'on fait si notre petit frère est devenu un zombie ? C'est par exemple une question qui est posée dans la Chronique des morts vivants, un des derniers films de Romero. Et en général, les humains disent, voilà, si je me transforme en zombie, tu me tues rapidement. Hein, voilà, voilà, je ne veux pas être cet être-là, je ne veux pas devenir cet être. Alors, bien sûr, ici, nous retrouvons une grande question de la bioéthique
qui est la question de l'euthanasie, et notamment plus précisément encore la question de ce qu'on appelle les directives anticipées, bon, qui sont, comme vous le savez, rentrées dans notre droit. Chacun d'entre nous a le droit de faire ces directives anticipées. Alors, la question que pose la directive anticipée, notamment la directive anticipée si je deviens un zombie, tu me tues, ça c'est la version dans les films de Romero, c'est la question de savoir si nous pouvons, nous, en tant que non-zombies, juger de la valeur de la vie du zombie. Et si nous pouvons imaginer ce que le zombie lui-même pourrait penser, voire pense, de sa propre existence. Puisqu'en fait, le comportement du zombie nous donne à penser qu'il n'a aucune conscience, mais en fait, on n'en est pas complètement sûr. Donc ça pose aussi la question de la possibilité que nous avons ou pas de nous mettre à la place de l'autre. Alors l'autre ici, c'est l'autre, c'est l'alien, hein, c'est pas l'alter ego, le zombie n'est pas notre alter ego, mais malgré tout, la capacité que nous avons ou pas de nous mettre à la place de l'autre, c'est une question bien sûr philosophique, c'est une question cinématographique aussi. Dans quelle mesure pouvons-nous nous identifier à un zombie, hein, comme figure d'identification? Est-ce que les zombies sont des personnages d'ailleurs, hein? C'est une question qui se pose. D'ailleurs, c'est une question avec laquelle certains cinéastes jouent avec habileté, hein. Par exemple, dans le dernier film de Jim Jarmusch, qui est un film de zombies, justement, il fait jouer des zombies par des acteurs connus, ce qui est assez rare, parce que justement, l'acteur connu, c'est un acteur qui d'habitude suppose une identification, alors que le zombie, dans les films de Romero, c'est des figurants qui sont justement donc pas connus du spectateur. Voilà, donc voilà, c'est bon. Bien sûr, le film de Jarmusch joue à mettre les codes du film de zombie en abîme. Mais pour revenir plus précisément à des questions bioéthiques, effectivement, cette difficulté à se mettre à la place de l'autre, c'est aussi donc la difficulté à se mettre à la place que je serai moi peut-être un jour, dans un état de conscience minimale. Et est-ce que nous pouvons juger aujourd'hui en tant qu'être ayant donc une capacité à penser, à se mouvoir, à s'exprimer, etc. De quelle manière pouvons-nous juger par avance de ce que nous pourrions vouloir? À cet égard, d'ailleurs, l'expérience des syndromes d'enfermement, c'est très intéressant, parce que si on demande à chacun d'entre nous s'il voudrait vivre en état atteint d'un syndrome d'enfermement, en général, les réponses sont non, surtout pas, je voudrais mourir. En réalité, c'est un peu plus compliqué. Les gens, en général, au départ, demandent à mourir, et puis, la plupart d'entre eux, en fait, reprennent un certain goût à cette forme d'existence pourtant assez impensable, quoi, hein, vraiment limite. Et en fait, une fois qu'ils y sont, une fois qu'ils expérimentent ça, une fois qu'ils en font l'expérience, eh bien, ils ne demandent plus forcément à mourir. Alors, voilà, ce qui nous terrifie donc dans la figure du zombie, c'est que c'est justement un être que nous avons du mal à comprendre, auquel nous avons du mal à nous identifier, notamment parce qu'il y a une très forte disproportion, me semble-t-il, entre la valeur de cette vie qui nous paraît faible. Il nous semble que l'existence d'un zombie qui passe à errer, à faire des grognements, à produire des grognements et à vouloir dévorer tout ce qui passe à sa portée, est un mode d'existence qui nous paraît peu digne d'être vécu. Et à la fois, les zombies mettent une énergie incroyable à prolonger leur être. Hein. C'est une sorte de figure du conatus, comme ça, de pur conatus. C'est-à-dire le zombie ne cherche qu'à persévérer dans son être. Il ne semble avoir aucun autre projet. Il n'hésite jamais. Le zombie n'hésite pas. Alors que l'hésitation, c'est une figure de l'humanité et de l'éthique, justement. Et donc le zombie n'hésite pas. Et pour revenir au film plus précisément, un des problèmes que pose l'euthanasie et les directives anticipées, c'est la question de la réversibilité ou de l'irréversibilité des états, et des états de modification de conscience. À cet égard, la science, vous le savez, est très incertaine sur la réversibilité de certains comas, de certains états de coma profond. Donc ce qui paraît réversible parfois est irréversible, ou réciproquement. Il y a eu des surprises. Et alors là aussi, le film met un petit peu mal à l'aise par rapport à ça, parce que le docteur Logan, qui donc, comme je vous l'ai dit, est une figure de l'amoralisme. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'a pas de morale. Il n'est même pas immoral, quoi, puisqu'il veut connaître. C'est un sujet purement cognitif. Il veut comprendre les zombies, donc il est assez génial d'une certaine façon, mais il ne se demande jamais comment est-ce qu'on doit traiter un corps humain. Alors, il y a des scènes assez drôles, hein, pour les amateurs de gore. Toutes les scènes dans le laboratoire sont des scènes toutes très où Tom Savini s'est bien amusé avec tous les effets spéciaux, etc. Comme vous le verrez si vous n'avez pas vu le film. Et donc, comme il n'a pas de code, il n'a pas non plus de principe, et donc le docteur Logan est un être qui accepte l'arbitraire, c'est-à-dire que la plupart des zombies, il les traite comme de purs objets,
Donc il leur met de l'électricité, il leur fait des choses totalement, infâmes, et nous voyons tout ça, hein, bien sûr. Ça aussi, c'est une question du cinéma. Qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on cache? Parce que l'expérimentation sur les êtres humains, on sait que ça, en général, c'est pas des choses qu'on a tellement envie de voir. Mais il choisit un zombie pour le rééduquer. Donc, alors, c'est le fameux Bub, donc je vous disais, le premier zombie qui est un petit peu individualisé. Alors d'abord, il lui donne un nom. Donc il lui donne un nom, et puis il dit, voilà, ce zombie-là, il faudrait le rééduquer, parce que son but, c'est d'apprendre à coexister avec les zombies. Hein, puisque un des enjeux de tous les films de Romero, c'est quand même, est-ce qu'on peut coexister avec les zombies? Et donc, par exemple, le film Land of the Dead, pardon, de 2005, est un film dans lequel justement il y a une sorte de négociation avec les zombies, donc alors négociation sans parole, hein, puisque les zombies ne parlent jamais, mais où il y a quelque chose qui va émerger. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans la figure de Bub, donc qui peut faire penser d'une certaine manière à ce que fait le docteur Itard avec le petit Victor dans L'Enfant Sauvage, quoi, hein, bon, il le prend comme il est, c'est-à-dire loin a priori de l'humanité. Bub est mort, hein, donc c'est un zombie. Puis il essaie de lui faire reconnaître des objets, donc il y a une sorte d'attention pédagogique. Mais alors le premier problème d'abord, c'est que Bub n'est pas plus consentant que les autres, hein, puisque Bub ne peut pas consentir, bien évidemment. La question qui se pose aussi, c'est de savoir si Bub pourra retrouver un état de conscience assez important pour qu'il puisse juger lui-même peut-être de la valeur de ce qu'il est ou de ce qui lui est arrivé. Et alors c'est assez intéressant aussi parce qu'on se demande si, mais c'est une question qui peut se poser aussi d'ailleurs dans L'Enfant Sauvage d'une certaine manière, si on a affaire à du dressage ou à de l'éducation. Hein, c'est-à-dire si le seul but du docteur Logan, c'est simplement d'apprivoiser Bub pour que les zombies puissent se tenir tranquilles. Ah, donc là aussi, la figure de l'autre comme quelque chose qu'il faut domestiquer, hein, voilà, qu'il faut apprivoiser. Ou bien si on pourrait imaginer, bon, le film n'ira pas jusque-là parce qu'il va se finir dans un bain de sang, si on peut imaginer que Bub pourrait retrouver un tel degré de conscience qu'il pourrait juger lui-même de ce qui lui a été donné à vivre. Peut-être ça serait d'ailleurs un des points pour distinguer le dressage d'une réelle éducation. Hein. Peut-être que l'éducation, c'est justement quelque chose qui nous donne les moyens de juger l'éducation qui nous a été donnée, quoi. C'est-à-dire qui nous fait accéder à ce stade de réflexivité où on pourra porter un jugement. Et donc voilà, l'incertitude, pour revenir à ce que je disais, l'incertitude que symbolise Bub, c'est que lorsque nous faisons par exemple nos directives anticipées, lorsque nous écrivons nos directives anticipées qui ont force de loi maintenant en France, que nous les donnons à notre médecin traitant et à nos proches, eh bien effectivement nous ne savons jamais si l'état dans lequel nous serons pourra être réversible ou pas, parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, nous avons ici affaire à des états que la médecine connaît assez mal. Et donc il y a aussi cette idée de savoir si nous pouvons anticiper. Alors, que valent les directives anticipées? D'abord, c'est est-ce que je peux juger de celui que je serai un jour? Et puis aussi, est-ce que je pourrais être certain que la médecine sera assez avancée pour dire avec assurance que je ne pourrai pas revenir à une vie qui pourrait être une vie qui mériterait d'être vécue selon mes critères actuels. Voilà, donc une sorte de vertige comme ça que l'on va retrouver dans les films de Romero. Et je voulais terminer cet exposé par une citation de Romero, justement parce que, bon, j'ai choisi d'aborder le zombie sous l'angle de la bioéthique. Dans cette semaine de la pop philo, le zombie est abordé par bien d'autres angles. Et c'est vrai que le zombie est une figure qui a donné lieu à une littérature extrêmement abondante. Et c'est sans doute ce qui fait sa force aussi. Hein. C'est sans doute une figure de projection sur laquelle on peut projeter, c'est le cas de le dire, un grand nombre de questionnements. Et le zombie est un miroir dont on ne sait pas trop de quoi il est le miroir. Et donc Romero, justement, dans un entretien dans le livre Politique des zombies dont je parlais tout à l'heure, disait ceci. Il dit « Les gens ont défini les zombies de mes films à l'aide de nombreuses métaphores. La majorité silencieuse de l'ère Nixon, les mouvements contestataires des années 60, qu'ils soient de droite ou de gauche d'ailleurs. Pour moi, ce ne fut jamais aussi clair. » Voilà, donc absence de clarté, absence de certitude, le zombie n'a pas fini donc de nous interroger. Merci pour votre attention.